c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, second volet de la série C'est l'or, ce long récit assez unique parmi les contenus pédagogiques sur le Bitcoin, où le CEO de MicroStrategy nous décrit, images, dates et anecdotes à l'appui, les forces qui guident l'évolution technologique des civilisations au fil des siècles. C'est un vrai plaisir d'écouter Michael, le gigachad polymathe, ce vétéran de la tech, partager avec nous son analyse passionnée des changements de paradigme et des points d'inflexion où semble se décider le sort de l'humanité. Dans ce deuxième volet de la série, qui s'intitule « L'ascension de l'homme à travers l'âge sombre et l'âge de l'acier », on va passer une vitesse ou deux même, via la maîtrise de l'acier et de l'aluminium entre autres. Cette phase un peu ahurissante, gardons-la pour la semaine prochaine et traversons dans un premier temps cette période sombre qui correspond à ce que l'on appelle, je crois, l'Antiquité tardive ou le Haut Moyen-Âge, une période qui se caractérise à de nombreux égards par une sorte de régression civilisationnelle. Bon, je m'appesantis pas davantage, l'intro de Robert Breedlove, que je te lis tout de suite, nous met dans les meilleures conditions pour reprendre le cours de cette histoire. On y va. Bonjour à tous, ici Robert Breedlove. Bienvenue dans l'épisode 2 de la série C'est l'or du What is Money Show. Au cours du premier épisode, on a suivi l'homme dans sa longue ascension à travers les âges, de la pierre et du fer, ce qui nous a conduit à décrire les technologies anciennes, le feu, les missiles et l'hydraulique, l'énergie de l'eau. Dans ce nouvel épisode, on poursuit notre progression dans l'histoire de notre espèce en pénétrant dans l'âge sombre, cette période qui correspond plus ou moins à l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge. Cela va nous donner l'occasion de réaliser à quel point, en manquant simplement une étape clé du processus de civilisation, on a entamé une reculade, une régression. On va donc prendre conscience que la civilisation n'est aucunement garantie, ce n'est jamais acquis pour de bon. Au contraire, il faut constamment la pousser de l'avant, l'alimenter, entretenir son développement. Et on découvrira aussi comment l'humanité est sortie de cet âge ténébreux avec l'avènement de l'ère industrielle, l'ère de l'acier, ces périodes où quantité de technologies extrêmement importantes émergent, comme l'aviation, le chemin de fer, les villes, etc. On se penchera de nouveau sur les atouts que procure la normalisation, tous les avantages résultant de l'utilisation de protocoles, en écho à ce que nous avons déjà évoqué dans le contexte de l'Antiquité romaine. On va pouvoir mesurer les répercussions civilisationnelles des bénéfices économiques découlant des processus de standardisation, la convergence vers une seule langue ou un seul protocole. Tels gains d'efficacité économique nous permettent de satisfaire nos besoins plus rapidement, à moindre coût et plus efficacement. En réalité, c'est le moteur de la civilisation, c'est ce qui permet d'accroître la densité des relations, des réseaux et de l'économie pour l'humanité tout entière. On examinera aussi comment la violence et les forces monopolistiques ont façonné le cours de l'histoire, comment l'usage de la violence a facilité l'extraction des taxes et des rentes, comment les gardiens ont influencé le cours de l'histoire. On s'intéressera au développement naturel et artificiel des monopoles,
On parlera alimentation sous emballage, nourriture en conserve et l'influence majeure à l'échelle de la civilisation de ces méthodes de conservation qui assurent le stockage de l'énergie dans un récipient étanche. On fera aussi allusion à ces gains faramineux en espérance de vie comme en qualité de vie réalisés par une humanité désormais capable d'éradiquer certaines maladies infectieuses. Avec toujours le même objectif en tête, bâtir un socle de connaissances solide pour être à même de se figurer l'impact profond que Bitcoin aura sur le monde, d'après nous. Comme l'explique Saylor, on peut considérer Bitcoin comme cette avancée technique majeure, cette percée en matière d'ingénierie qui nous dote pour la première fois dans l'histoire d'une technologie capable de stocker la force vitale énergétique que représente l'argent. L'argent que l'on peut considérer comme un droit sur toutes les sources d'énergie dans le monde, que l'on parle de capital, d'énergie chimique, d'énergie cinétique, d'énergie alimentaire. Vis-à-vis de tous ces types d'énergie, l'argent se présente comme une sorte de méta-énergie. Rappelons-nous que nous n'avons jamais disposé d'une technologie monétaire totalement étanche, un système qui ne fuit pas, qui n'entraîne pas de perte de valeur dans le temps. J'espère qu'en établissant tous ces parallèles avec des innovations clés dans l'histoire, vous prendrez peu à peu conscience de toute l'importance et toute la signification de Bitcoin. Sur ce, entamons ce deuxième épisode. Michael, il y a l'ascension de l'homme à travers l'âge de pierre et ça a pris beaucoup de temps. Mais on en est arrivé là et c'est impressionnant. On a eu l'essor des Romains, cette société sophistiquée, maîtrisant les réseaux énergétiques, les réseaux logistiques, dotée d'outils avancés, forte de processus politiques lui permettant de dominer sa sphère d'influence. Figurez-vous, à l'époque de la dynastie des Antonins, Trajan, Hadrien, Marc Aurèle, soit une centaine d'années entre 90 et 180 après Jésus-Christ, l'âge d'or de Rome, l'espérance de vie moyenne d'un Romain atteignait 72 ans. Il y a l'écriture, la civilisation, l'assainissement, les aqueducs, les bains, les routes, tout est bien organisé au moyen de machines sophistiquées. Et puis, bien sûr, nous bifurquons à gauche vers l'âge sombre où tout commence à s'effondrer. Cela nous rappelle que rien n'est certain, rien n'est garanti. Si vous passez à côté d'une idée clé, vous pouvez perdre 1000 ans. Les choses auraient pu se passer bien différemment, mais ça ne fut pas le cas. Prenons l'exemple de la presse à imprimer. Les Chinois ont mis au point des presses à imprimer il y a 2000 ans. Ils n'ont jamais vraiment pensé à les commercialiser et par ailleurs, l'alphabet chinois est un alphabet pictographique. Cela signifie qu'il aurait fallu 25 000 caractères différents pour disposer de tous les caractères mobiles nécessaires à l'utilisation de la presse à imprimer. Quant aux Romains, ils avaient l'alphabet romain, une langue idéale parce qu'on peut imprimer n'importe quoi avec seulement 26 ou 50 caractères mobiles et ils avaient toutes les connaissances. Mais pour une raison qui nous échappe, n'importe qui aurait pu le découvrir, Robert. Il fallait simplement marcher dans la boue avec ses bottes, puis faire quelques pas sur un sol rutilant et jeter un coup d'œil vers le bas. Et voilà, l'idée de l'imprimerie. Des traces dans la boue. Des traces dans la boue. Ils avaient la peinture, ils avaient des colorants. Tu sais, ils étaient si près du but, mais ils ont échoué. Et il nous a fallu attendre jusqu'à 1453 ou dans ces eaux-là pour que Gutenberg trouve enfin la solution. Et pendant ces 1000 années, on va souffrir. Je suis stupéfait de constater à quel point certaines choses peuvent se présenter pile face au regard d'une civilisation totalement à sa portée et qu'elle ne s'en saisisse pas. Allez par exemple sur la place Saint-Pierre au Vatican. Et regardez cette colonne, que l'on appelle aujourd'hui la colonne Saint-Pierre, qui était autrefois connue sous le nom de colonne de Trajan. Elle fut érigée en l'honneur du triomphe de Trajan et de ses guerres victorieuses. Et donc, elle est ornée d'un bas-relief, un relief en marbre des guerres de Dace, qui s'enroule en spirale autour de la colonne et elle renferme un petit escalier en son centre. C'est une véritable œuvre d'art et d'architecture. Eh bien, à son sommet, les catholiques romains ont fini par placer la statue de Saint-Pierre. Durant l'Antiquité romaine, c'était la statue de Trajan qui s'y trouvait. Trajan se tenait là, dans sa robe impériale, levant la main en l'air. Et savez-vous ce qu'il tient dans sa main? Robert, non, je l'ignore. Michael, il tient le monde. Et il est rond, Robert, sphérique. Il tient le globe terrestre dans sa main, alors que nous sommes en l'an 100 de notre ère.
Et 1400 ans plus tard, les gens pensent que le monde est plat, comme si les Romains savaient que le monde n'était pas plat, et s'ils n'avaient pas arraché sa statue de la colonne 1000 ans plus tôt, au moment où ils l'ont détachée puis enterrée je ne sais où, ils auraient réalisé que le monde est rond. Quelle ironie que l'on puisse apprendre puis oublier une chose aussi fondamentale. Robert, ouais, la possibilité d'une régression civilisationnelle significative est bien réelle lorsqu'on ignore les connaissances accumulées au fil du temps. Michael, ouais, on peut revenir en arrière et se dire, ok, on a ça, et donc si on fait ça, on va faire un bond en avant énorme, et s'ouvre à nous une nouvelle ère de progrès. Mais si on tue le truc à un moment charnière, il n'est pas impossible que les gens en oublient jusqu'à l'existence même, tu vois, on laisse le feu s'éteindre. Je vais vous en raconter une autre qui m'a complètement bluffé. Rendez-vous au Musée des Indiens d'Amérique à Washington, D.C. En vous y promenant, vous verrez qu'il y a une civilisation entière. Ce sont plutôt des chasseurs-cueilleurs. Si vous souhaitez comprendre comment les chasseurs-cueilleurs vivaient, je veux dire les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, leur mode de vie, lorsque les Européens ont débarqué en Amérique, vous verrez que c'est probablement la meilleure approximation de ce qu'était l'homme paléolithique. Et donc, en vous promenant ainsi parmi tous les artefacts rassemblés là, vous finirez par tomber sur un tour de poterie. Il s'agit d'un tour en pierre avec une belle pièce de poterie. Et la petite pancarte indique, élogieuse, que les Amérindiens maîtrisaient un art très sophistiqué de la poterie, qui savait comment mouler l'argile au moyen de ce tour de poterie. Alors je regarde l'objet et je me dis que pendant 5000 ans, sur tout le continent, personne n'a eu l'idée de prendre le tour, de le tourner comme ça et de le faire rouler. Ils connaissaient la roue, ils savaient qu'elle était utile. Je te la donne, la roue, Robert. Eh non, ils n'ont jamais inventé la brouette, n'ont jamais inventé le chariot. Il n'y a aucun matériel roulant en Amérique. Robert, incroyable. Michael, imaginez les conséquences d'une telle intuition. Comment est-ce possible qu'aucun individu sur tout le continent n'ait songé qu'elle puisse avoir envie de tourner dans ce sens-là, la roue? Une idée si profonde. Pourtant, il peut se passer 1000 ans avant que cette idée ne voie le jour. Robert, peut-on imaginer qu'il y ait des situations contemporaines semblables, des trucs qui nous crèvent les yeux, là, maintenant, aujourd'hui, et qu'on ignore complètement? Ou alors peut-être quelque chose qu'on aurait complètement oublié. Michael, Robert, la blockchain et Bitcoin sont une roue. Je peux utiliser ce truc si je le tourne dans ce sens, vous voyez? C'est pas des idées compliquées, vous savez. Une bonne confidentialité, le cryptage à clé privée, le hachage. Rien de tout ça pris séparément, non. Je veux dire, tous ces éléments se trouvaient posés là et quelqu'un s'est dit « Et si j'assemblais ces deux trucs-là et que j'allumais ce feu, frotter deux bâtons l'un contre l'autre ?» Peut-être qu'on n'y songe jamais à frotter deux bâtons. Robert, votre exemple de l'organisation hiérarchique romaine me revient à l'esprit. Tout un chacun se sachant surveiller, cela maximisait le sens des responsabilités et cela poussait les performances et les compétences vers le haut. Il y a un peu de ça dans le réseau Bitcoin. Tous les nœuds et mineurs s'observent mutuellement pour s'assurer que tout est en ordre en permanence. Le réseau Bitcoin s'autocontrôle instantanément, constamment, en temps réel. Michael, on pourrait dire que les Romains restaient forts et vigoureux tant qu'ils parvenaient à entretenir cette tension, ce dynamisme et cette incroyable concurrence inhérente à leur écosystème. Et dans le cas contraire, ils perdaient leur avantage. En s'imprégnant de récits classiques comme Guns, Germs and Steel de Jared Diamond, on comprend que les Européens se sont endurcis au fil des combats, qu'ils se livraient constamment entre eux, au contact des animaux qui partageaient leur espace de vie, et puis à force d'essuyer les incursions des peuples d'Asie. Dès lors que vous cherchez à vous isoler de ces facteurs de stress, à les éviter, vous perdez toute notion de comment vous y prendre, vous ne le découvrez jamais. Robert, c'est vrai, Nicolas Taleb souligne bien que les facteurs de stress sont l'information. Et qu'en nous coupant de ce flux d'informations, nous nous privons du moteur même de notre adaptation. Michael, bon gré mal gré, on a fini par la traverser cette sombre période, mais je reste choqué par le fait qu'il y aurait eu moyen qu'elle ne dure pas si longtemps. Durant toute cette période, l'espérance de vie chute de 72 ans à 30 ans. Et dans un monde sans technologie,
Il n'y a pas d'aqueduc, d'installation sanitaire, ni de règles élémentaires du type « n'amenez pas votre cheval au milieu du village parce qu'il va chier partout et que vous allez tomber malade ». Ouais, en l'absence de règles claires de la sorte, on assiste à une dégradation de la condition humaine. C'est avec la Renaissance qu'on a commencé à sortir de ce marasme. Et ce qui est intéressant, il me semble, c'est de noter que toutes les grandes villes du monde s'étaient développées comme les nœuds centraux de leur empire. Ainsi, Rome était le nexus d'un empire, tout comme Carthage, et lorsqu'elles perdent leur empire, ces villes s'effondrent. L'unique façon de générer assez d'argent pour fonder une grande ville, c'est de prélever une taxe sur toute l'énergie, toute la valeur commerciale d'un grand territoire. Ce pêcheur qui lance un grand filet pour capturer tout le poisson, c'est votre empire. Sous Rome, l'idée des Romains, c'était de vous faire payer 10% à l'arrivée à Rome, et 10% au port suivant, et de prélever ainsi 20-30% de la valeur ajoutée, plus ou moins. Et si vous visitez Venise et que vous empruntez le Grand Canal, vous contemplez tous ces palais. En fait, ce ne sont que des entrepôts. J'amène un bateau à Venise, j'y décharge ma cargaison, elle ressort par derrière pour être transportée par barge le long du canal, puis transbordée sur un nouveau bateau. Dans cette partie du monde, chaque navire empruntait les mêmes itinéraires. Venise-Alexandrie était l'une de ces routes commerciales. Venise-Rome en était une autre, Venise-Istanbul une troisième. Vous vous trouvez pile à la croisée des chemins, vous dirigez ces réseaux de transport, et bien sûr vous devez soudoyer le type à Istanbul, ou peut-être bien que votre fils épouse sa fille, et que c'est ainsi que vous pouvez entrer et sortir d'Istanbul sans vous faire assassiner ou sans vous faire piquer vos affaires. Et finalement, toutes les familles de Venise finissent par se marier entre elles. Vu qu'on se connaît, que t'es mon cousin issu de Germain, il n'y a pas de triche entre nous. Et il n'y a pas moyen. Vous ne pouvez pas résoudre le problème du vendeur itinérant. Aucun moyen de prendre un bateau d'Istanbul à Alexandrie, puis à Venise, Rome ou Ibiza. Où que j'aille, je serai surtaxé, je me ferai extorquer à chaque nouveau port, à moins que je ne sois véritablement un ami de la famille. Il y a toujours une ville au centre, un nœud, et un ensemble de familles ou d'entreprises qui se marient entre elles, qui se font confiance et qui se mettent d'accord. J'achète du blé pour 10 cents à Alexandrie, je l'apporte à Venise et je te le vends pour 50 cents. Tu l'apportes à Barcelone et tu le vends pour $1. Et tu payes une taxe de 5 cents à l'autre bout de la chaîne. Tu recevras tes 45 cents, je recevrai mes 45 cents, les autres recevront $1 et ceux-là recevront 5 cents. Ouais, on peut jouer sur combien tu marges. Peut-être bien que je vais l'acheter 25 cents et le vendre 50 et que tu le vendras 75 aux gars qui le revendront $1. Mais systématiquement, les gens qui se trouvent au centre du réseau sont ceux qui captent 10, 20, 30, 50% de tout le commerce, c'est-à-dire de toute l'énergie. À propos, quelle est la définition d'un contrebandier et celle d'un pirate ? Bien, la définition du contrebandier, c'est juste quelqu'un qui veut pas me donner la moitié de sa cargaison. Alors comment j'y mets fin ? Il me faut une marine pour les tuer. Et c'est comme ça que la marine carthaginoise supprime la contrebande afin de taxer la moitié des marchandises. C'est pourquoi les Romains n'y parviennent pas. Carthago delenda est, n'est-ce pas ? Pline l'Ancien ou Caton, j'ai oublié lequel des deux, l'a martelé pendant 20 ans dans chacun des discours qu'il a prononcés au Sénat. Carthago delenda est. Carthage doit être détruite. Pourquoi ? Parce que 2 personnes ne peuvent pas dépouiller le même homme de la moitié de ce qu'il possède. Il ne resterait plus rien. Si je vous prends la moitié de vos affaires en guise d'impôt, je peux pas, c'est comme les tax wars, trop d'impôts tue l'impôt. Les Carthaginois taxent les transporteurs et les Romains veulent l'argent. Les Romains doivent donc défaire les Carthaginois. Et maintenant, ce sont les Romains qui vous taxent. Mais les voilà qui s'effondrent. Et ce sont désormais les Vénitiens qui prennent l'ascendant. C'est la marine vénitienne qui contrôle désormais la Méditerranée. Et ensuite, vous savez, si vous allez à Venise, il y a cette grande peinture de la Renaissance, la bataille de Lépante. Cette bataille qui offre au roi d'Espagne l'occasion de nouer une alliance avec le pape de Rome, chef de l'église catholique romaine, et avec le doge de Venise.
Ces 3 marines livrent combat aux Turcs, les envahisseurs musulmans d'Istanbul, et ils les battent. Le triomphe de la chrétienté. Mais alors, on se demande, pourquoi ont-ils bien pu tous s'entretuer à propos de la Méditerranée ? Et vous réalisez qu'ils se battent en fait pour le contrôle du réseau commercial. Autre observation intéressante, vous avez déjà entendu parler de l'Église catholique romaine, non ? Eh bien, avez-vous déjà entendu l'expression « catholique vénitien » ? Robert, je crois pas. Michael, eh bien, il y a eu une époque où les Vénitiens ont mis un terme à l'Église catholique à Venise. Dans tout l'empire vénitien, l'Église catholique a fini avec le doge de Venise, plus rien à voir avec le pape de Rome. Ça signifie que toutes les dîmes, taxes et autres droits filent en direction de Venise et s'y arrêtent. Il est impossible d'avoir un empire si la personne à son sommet n'en contrôle pas aussi la religion. Parce que si ce n'est pas le cas, quelqu'un d'autre prend la moitié de votre argent. Vous voyez ? C'est une question de flux d'énergie, et l'énergie circule. D'ailleurs, le Pontifex Maximus désigne à l'origine le consul romain, le chef de Rome. Auguste César était le Pontifex Maximus. Les Romains ont donc fini par avoir un grand prêtre. Ainsi, les consuls romains firent office de grands prêtres de Rome pendant 700 ans. Vous êtes élu général, eh bien, vous êtes aussi prêtre. Vous dirigez toutes les cérémonies religieuses, pas de séparation entre les deux. L'Église, l'empire mercantile et le pouvoir de taxer migrent donc de Rome vers Venise. Quand est-ce que Venise a commencé à décliner d'ailleurs ? Eh bien, c'est lorsqu'elle a perdu le contrôle de l'Église. En fin de compte, ils ont commencé à couler parce qu'on ne peut pas se permettre d'entretenir ces bâtiments, on ne peut pas s'offrir des immeubles de 100 étages à Manhattan sans être le centre d'un empire financier. En gros, je dois pouvoir acheter vos obligations à 68 cents le dollar et les vendre pour 82 et me faire la différence. Vous savez qu'à Wall Street, il y a beaucoup de titres pour lesquels il n'y a que 2 teneurs de marché. Il y a une banque et l'autre banque et elles négocient entre elles. Si vous achetez en haut de l'écart et vous vendez en bas de l'écart. Et le spread est de 2%, Robert. Donc si je vends pour $1 milliard d'obligations, je paye 20 millions de dollars de commission. Et il y a un monopole. Et les 20 millions de dollars, où vont-ils ? Eh ben dans le building, dans la tour, pardi. Mon pote bosse pour cette banque et moi je travaille pour celle-ci. On boit un coup ensemble et on plaisante sur ce spread de 200 points de base. Robert, intéressant. En quelque sorte, ces groupes sont donc en concurrence pour assurer le rôle de gardien principal. Mais préserver ce contrôle requiert d'être intimement lié à l'Église, on pourrait dire au contrôle de la religion. Cela nous permet-il d'établir un lien entre argent et religion ? Même aujourd'hui, les billets de banque américains portent la mention « In God we trust ». Michael, voilà qui nous conduit directement à la réforme. Si vous allez à Amsterdam, d'ailleurs, vous verrez. Amsterdam est une ville de canaux. Vous avez déjà vu un centre logistique ? Les camions y arrivent d'un côté, ça passe par un ensemble très compliqué de convoyeurs et ça ressort de l'autre côté. Ces camions-ci arrivent en provenance des fabricants, ces camions-là partent en direction des magasins ou des localités et le centre logistique est ce labyrinthe de convoyeurs. Amsterdam, c'est ça, mais avec des barges avant que nous ayons des machines. Et Venise, c'est ça. C'est ce qu'il faisait dans tous les centres marchands. Quand on arrive à l'époque de Martin Luther, il y a cette réalisation à propos de ce facteur clé. Il est tout bonnement impossible de s'élever ou d'élever notre civilisation si on doit envoyer tout notre argent à Rome. Cette lutte, on la retrouve tout au long de l'histoire médiévale, avec Guillaume le Conquérant, à travers la lutte des nobles allemands d'Europe du Nord aussi, et puis bien sûr dans cette lutte, il y a ce jalon important, Henri VIII qui finit par fonder l'église anglicane pour pouvoir en devenir le Pontifex Maximus. Et si au sommet de l'église on trouve le roi d'Angleterre, alors ils n'ont plus ni à envoyer d'argent en Italie, ni à demander la permission avant de changer leurs alliances, avant de se marier, avant de faire ce que bon leur semble. C'est bien utile d'avoir Dieu de son côté, ça a toujours été fort utile. Et ça a déterminé beaucoup de choses tout au long de la Renaissance. Si l'on peut dire que l'Europe du Nord s'est séparée de l'Église catholique romaine pour des raisons religieuses, on peut tout aussi bien dire que les puissances d'Europe du Nord ont créé cette religion pour des raisons politiques et économiques afin de se séparer de l'Église catholique romaine.
Quoi qu'il en soit, quel triomphe de l'histoire que nous ayons tous oublié qu'autrefois, il y avait beaucoup de... Pourquoi l'appelle-t-on catholique romaine s'il n'y avait pas d'autres catholiques ? À votre avis, combien de branches différentes de l'Église catholique existait-il ? 1 millier. Et elles se sont simplement regroupées au fil du temps. Le principe général ici est le suivant. Partout sur Terre où l'on aperçoit une grande ville, c'était le centre d'un empire. Paris, Londres, Hong Kong, New York, Venise, Rome, partout. Et d'ailleurs, partout où l'on voit une ville qui a connu des temps difficiles, qui a été détruite, c'est un empire qui s'est éteint. Carthage, Troie, pas vrai ? On pourrait les citer à l'infini. Venise, à la tête d'un empire, a perdu cet empire. Et c'est parce qu'il est impossible de créer physiquement ce type de densité économique. Je veux dire, allez à Paris et postez-vous devant la cathédrale Notre-Dame. Mesurez la quantité d'efforts humains déployés pour créer Notre-Dame. Et il y a des gens qui vendent aux touristes cartes postales et bouteilles d'eau à l'ombre de la cathédrale Notre-Dame. Le type a hérité de la concession du père de son père. Et si vous remontez 10 générations en arrière, la concession a 700 ans. Ils vivent sur les vestiges d'un empire révolu. Et la question qui se pose maintenant est la suivante. Quels sont les empires à venir ? Et où sont-ils en train de se former ? Et cela nous amène à l'âge de l'acier, au 19e siècle, aux barons voleurs, etc. Et comme vous pouvez le constater avec les réseaux de transport maritime, les canaux ont cédé la place aux ports francs et finalement aux navires porte-containers qui ont totalement changé la donne, déplaçant le pouvoir vers Singapour, Hong Kong et vers des entreprises comme Maersk. En somme, il s'agit d'un mode de transport à faible consommation d'énergie, un mode de transport par composants, modulaire. Les conteneurs modernes sont le moyen le plus efficace de déplacer quoi que ce soit sur Terre. D'ailleurs, une technologie super à la mode aujourd'hui, ce sont les logiciels de conteneurisation et d'exécution Kubernetes et Docker. Le principe est le même, chargez toutes vos affaires dans le navire porte-conteneur, puis le conteneur est embarqué sur un navire. Il dispose d'installations de chargement standard dans un port, il y a des wagons et des camions aux normes, tout est standardisé. Cette seule innovation a réduit les coûts et la transparence d'un ordre de grandeur. Robert, c'est vrai, la standardisation une fois de plus. Une réflexion à propos de ces empires. En principe, leur but est de protéger les murs de la ville, de préserver la paix, de faire respecter les droits de propriété privée et le droit des contrats en son sein, de veiller à ce qu'il y ait un moyen non violent de résoudre les conflits afin que le commerce puisse s'y dérouler de manière fluide. Et vous avez évoqué les empires du futur. Et ce sur quoi je médite beaucoup, c'est qu'on a toujours eu besoin de ce monopole de la violence pour faire respecter les droits de propriété privée au sein d'une juridiction. Mais là, et c'est un autre aspect très intéressant du Bitcoin, il s'agit en quelque sorte du premier droit de propriété privée complètement agnostique quant au gouvernement. Pas besoin d'un gouvernement pour faire respecter votre droit à détenir des clés privées. C'est comme détenir de l'or physique ou tout autre instrument au porteur. Je me demande donc dans quelle mesure cela affecte la pertinence des empires à venir. Michael. Ouais, traditionnellement, un empire produit de la sécurité. C'est le produit d'exportation numéro 1 des États-Unis. La sécurité. Littéralement, je veux dire. Je peux vivre à Miami Beach sans craindre que quelqu'un me tire dessus depuis l'autre côté de la voie navigable. Alors que dans d'autres parties du monde, je serais entouré d'une centaine de gardes du corps. Donc, la sécurité. Quand les Mongols contrôlaient toute l'Asie, une vierge pouvait se rendre d'un bout à l'autre de l'Empire avec un pot d'or sur la tête sans se faire agresser. Les Mongols plaisantaient pas non plus. Leur courrier est intercepté, quelque chose est volé, quelqu'un blessé. Les voilà qui débarquent avec une armée et assassinent tout le monde sur un rayon de 160 km pour bien faire comprendre qu'il ne faut pas se frotter au système. La plupart de ces empires assurent généralement ce type de sécurité à l'ensemble de leurs citoyens, mais pas systématiquement aux non-citoyens, aux étrangers, aux esclaves ou à toute autre personne, la classe inférieure. Bitcoin, c'est la sécurité. Et la première proposition de valeur de Bitcoin, c'est la sécurité. C'est la sécurisation de l'énergie.
Si l'énergie est convertie en argent et que l'argent est converti en Bitcoin et que vous le stockez sur le réseau Bitcoin, vous sécurisez vos actifs dans un nuage derrière un mur d'énergie cryptée. À ce titre, Bitcoin confère à l'individu un droit et un pouvoir important. La question de la sécurité physique n'a pas encore été abordée. Quand est-ce qu'on va réellement mettre au point ce truc qui nous englobera d'un champ d'énergie répulsive, notre propre champ de force? On aura alors atteint dans le domaine physique ce que Bitcoin accomplit dans le domaine virtuel. Mais si je sécurise votre force vitale, l'argent et l'énergie, la force vitale, l'argent et le pouvoir, si je sécurise votre pouvoir, cela peut être converti en sécurité physique en vous permettant de vous éloigner de la menace. Il y a l'exemple de l'Allemagne nazie dans les années 30, où tous les Juifs avaient leur argent enfermé en Allemagne et le système fonctionnait comme des banquiers qui permettaient aux gens de blanchir leur argent en dehors de l'Allemagne. Ils prenaient une commission de 10, 20, 30% au début, puis 50%, 70%, jusqu'à ce qu'assez rapidement, il vous faille laisser 90% pour sortir votre patrimoine. Par conséquent, les gens ne voulaient pas partir. Ainsi, si votre pouvoir monétaire ou vos biens ne sont pas protégés virtuellement, votre sécurité physique est toujours menacée parce que vous ne pouvez ni partir, ni vous protéger, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez rien payer pour vous protéger, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas payer pour sortir. On peut imaginer que l'un des cas d'utilisation les plus utiles ou les plus convaincants du Bitcoin est celui d'un réfugié essayant de fuir une zone de guerre. Parce que c'est ça ou l'or. Et le problème avec l'or, c'est qu'il y a beaucoup de gens armés et ils vont vous le prendre. Au moins avec le Bitcoin, vous pouvez payer au type armé la moitié de l'argent au départ et l'autre moitié à l'arrivée. Et le pire qu'il puisse faire, c'est de vous exploser la tête, mais il n'en récupérera pas l'argent pour autant. Alors que pour l'or, il vous explose la tête et il prend l'or. Je considère donc que, de bien des façons, Bitcoin est bénéfique en termes de sécurité physique, mais qu'en premier lieu, il est bénéfique à la sécurité économique. Voilà, on s'arrête pour aujourd'hui. Quelques gros loupés apparemment. En tout cas, rétrospectivement, c'est l'impression que ça peut donner. Les Chinois et les Romains qui passent à côté du potentiel de l'imprimerie. Les Amérindiens, idem avec la roue. Puis cette surprenante statue de Trajan enterrée avec son globe terrestre. De bonnes idées, inexploitées, perdues, oubliées, ça ne manque pas, on dirait. Plus les archéologues fouillent et plus on découvre stupéfait à quel point les civilisations qui nous ont précédés étaient immensément plus développées qu'on l'imaginait. Je crois en effet qu'à plusieurs reprises, l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie en est un cas d'école. Des trésors absolus de sagesse et d'ingénierie ont ainsi été perdus. À l'inverse, et je crois qu'on s'en réjouit tous autant que nous sommes, il semble bien que dans le cas des cypherpunks et de leur quête du cash numérique, les forums en ligne et autres processus d'échange d'informations aient permis une capitalisation optimale des expériences, des leçons, des échecs et des succès. Pas de perte de temps significative et un timing plutôt très réussi. Voilà, et puis cet épisode, c'est aussi ce regard que Saylor pose sur l'impressionnante densité économique et le faste de ces grandes capitales méditerranéennes de l'Antiquité à la Renaissance, dont l'existence dépend d'une prédation impériale exercée sur l'ensemble du territoire. On le comprend, il en va de la survie de ces mégacités. Pour assurer leur faste, il faut des monopoles capables de contrôler les routes commerciales, prélever le maximum de taxes tolérables, mater les esprits rebelles, et pour ce faire intégrer les pouvoirs religieux et militaires. Alors c'est vrai, pour prospérer et grandir dans un monde de la sorte, faut oser transgresser, s'émanciper de la tutelle de ces institutions qui vivent à vos dépens. Dans ce deuxième volet, on sent la notion de réseau prendre plus d'importance, tout comme la position qu'il faut y occuper, devenir le carrefour d'échanges incontournable. Enfin, il y a la notion de sécurité comme environnement produit par l'Empire pour ces sujets. Et immédiatement, cette question de Robert Breedlove. Que se passe-t-il lorsque le progrès technologique équipe l'individu de moyens d'autodéfense inédits, des outils qui altèrent radicalement la proposition de valeur d'États protecteurs à tendance prédatrice?
on s'arrête sur cette réflexion. Ça ne devrait pas nous empêcher de dormir. On se donne rendez-vous dans une semaine pour le retour en grâce de l'homme dans l'âge de l'acier. Faster, smarter, stronger. Like, retweet, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour partager tes réactions, d'éventuelles suggestions. Je te souhaite une bonne journée, une excellente soirée. À la semaine prochaine. Ciao.